Après, j'oserais dire cette introduction sur le sujet qui va suivre. Qu'est-ce que la Fondation? À quoi elle sert? Qu'est-ce qu'elle fait? Nous allons voir comment l'argent dont Luc vient de parler en ce qui concerne les dons va être utilisé et peut être utilisé par les clubs pour, je dirais globalement, faire le bien dans le monde, mais soutenir des projets humanitaires, sociaux et autres. C'est donc le prince-gouverneur Ernest de Coninck et moi-même qui allons prendre la parole pendant un certain nombre de dizaines de minutes pour vous exposer ce que c'est que la Fondation, comment ça fonctionne, d'où elle est née. Je n'oserais pas dire où elle va, parce que ça, on le sait, elle va très bien, elle atteint ses objectifs. Je vais passer d'abord la parole à Ernest, qui va introduire le sujet pour les premiers slides. On va le faire en... Non, merci. Non, bien. Donc, on va le faire en binôme. Nous avons une trentaine de mails à commenter. Ce sont les mails que vous trouvez, bien sûr, sur Polaris. Ils ont été actualisés par Benoît, puisque nous entrons dans une nouvelle année rotarienne et que Benoît en a profité pour mettre les mails au goût du jour à la demande de notre DGE. Le Rotary international, comme je le disais tout à l'heure en termes d'introduction, repose sur 3 piliers. Il y a d'abord évidemment le Rotary international lui-même, l'organisation, créée par notre ami Polaris en 1905. C'est une organisation qui repose principalement sur l'amitié et sur toute une série de valeurs, comme l'éthique et bien sûr toutes les autres valeurs universelles que l'on retrouve notamment dans la Déclaration des droits de l'homme. Puis il y a les clubs, c'est vous, c'est nous. Nous sommes les moteurs de ce Rotary international par nos actions, par nos dons. Nous contribuons à améliorer effectivement le sort de beaucoup de personnes dans le monde. Et le moteur ou le levier financier qui permet à ces clubs de faire mieux encore, c'est précisément la Fondation Rotary, et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Tu peux, oui, ça c'est un peu l'agenda de ce dont on va parler. Tu peux revenir sur le slide numéro 2, Benoît, parce que je voudrais citer quand même quelques chiffres. Il y est question notamment donc de dons et d'actions. Il faut savoir que pour l'année 2020-2021, notre tout jeune district, puisque c'était sa première année d'existence, a réuni 167 496 $, soit plus ou moins 75 $ par membre. Je cite ce chiffre de 75 $ par rapport aux 100 $ auxquels faisait allusion notre ami Luc. Dans ces 167 496 $, il faut savoir qu'il y avait quand même une partie qui venait de la liquidation de Studax, que certains d'entre nous connaissent, et notamment tous les amis de l'ex-1620. À cet égard, j'ai le plaisir de vous informer que cette année encore, mais c'est la dernière année, Luc Boelens et moi-même, Luc Boelens pour la partie néerlandophone et moi-même pour la partie francophone, pour les 41 clubs du Hainaut, nous allons encore pouvoir verser plus ou moins 40 000 euros à la Fondation. La liste est prête, les instructions ont été données à la banque pour que ces fonds soient libérés dans les tout prochains jours, et nous avons pris contact avec notre ami Peter Schnell de Zurich pour que tous ces versements soient répartis entre chacun des clubs à la fois du 21-30 et du 21-50. Et c'est ainsi que chaque club, je parle bien des clubs de l'ex-1620, va se voir créditer dans les prochains jours de plus ou moins 1100-1200 $ de dons au fonds annuel, grâce à cette intervention de notre Studax. Aujourd'hui, chers amis, j'insiste quand même sur le chiffre,
Aujourd'hui, notre fondation a recueilli pour le fonds annuel, c'est le fonds qui sert notamment au programme Share, 64 000 $. Donc il y a encore énormément de pain sur la planche, 64 000 $ pour le fonds annuel et seulement 7 512 $ pour polio. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème de polio. J'ai jeté un coup d'œil avant-hier sur les documents officiels du Rotary International. Près de la moitié de nos clubs, et vous êtes aujourd'hui les ambassadeurs, nous sommes aujourd'hui les ambassadeurs de ces clubs, n'ont pas encore contribué. Et donc, vous comprendrez que tant Daniel que moi-même, et le reste d'ailleurs de la commission Fondation, assistons lourdement pour que vous encouragiez vos clubs à contribuer au fonds annuel, parce que sinon, dans 3 ans, ça aura une très grande répercussion sur le fonctionnement de notre programme Share. Nous y reviendrons. Et donc, si nous voulons continuer à profiter de notre programme Share, nous devons bien sûr faire en sorte que les clubs continuent à contribuer au fonds annuel. Si tu pouvais passer 30 secondes, Benoît, sur le slide numéro 4 à propos de la fondation, c'est quoi? Voilà. Un tout petit mot, le reste je vous laisse lire, un tout petit mot concernant la collecte. Il faut savoir que pour l'ensemble du Rotary International et pour l'année 2021, donc toujours l'année de Patrick Poty, la fondation, le fonds annuel, a reçu de l'ensemble des clubs et des donateurs privés, mais pour autant que ceci précise que c'est pour le fonds annuel, la somme de 354 millions de $. Et c'est donc à partir de ce fonds annuel que dans 3 ans, les clubs du monde entier, les quelques 35 000 clubs, pourront ainsi bénéficier par le biais du programme Share d'une partie de ces fonds. J'y reviendrai. Et puis, avant de céder la parole à Daniel, je voudrais venir sur le slide numéro 5, qui est extrêmement important, qui sera encore commenté par d'autres amis dans le courant de la matinée. Ce sont les fameux 7 axes stratégiques. Il faut savoir que la Fondation a fixé des priorités pour toute une série de sujets, de points importants pour faire le bien dans le monde. Et lorsque vous introduisez une demande de subvention mondiale, nous reviendrons après sur la distinction qu'il convient de faire entre subvention mondiale et subvention de district, mais pour une subvention mondiale, il faut être extrêmement attentif à ce point, parce que si vous n'entrez pas dans une de ces catégories-là que vous voyez, vous avez toutes les chances de voir votre demande rejetée par Evanston. Consultez, si vous avez l'occasion, consultez le centre de formation en ligne. C'est extrêmement facile à trouver et c'est très instructif. Ça vaut mieux que de longs discours de conférenciers. Vous y trouvez exactement les explications à propos notamment de ces points précis. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle de la santé de la mère et de l'enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. Ce sont les jeunes enfants. Et si vous faites un projet où vous parlez d'enfants de 15 ans, votre demande est rejetée. Il faut être attentif à ça. C'est pour des jeunes enfants. De même, pour toutes les autres activités, il faut bien toujours entrer dans le cadre strict de ce que la Fondation entend par la santé, le traitement des maladies, l'eau et l'assainissement, etc. Un petit point sur la paix et la résolution des conflits. Il faut savoir que j'ai aussi été le délégué de district au COL et on a voté au COL une modification à propos notamment de la définition de la paix en créant un nouveau concept, c'est celui de la paix positive. La paix ne peut pas être que le contraire de la guerre. Si vous pouvez faire une action qui tend à, par exemple, diminuer la violence au sein des familles, vous travaillez aussi pour la paix et ça peut aussi entrer en ligne de compte pour un éventuel
une éventuelle subvention mondiale. Pardon. Voilà, je cède à présent la parole à Daniel pour les slides suivants. Merci, Ernest. On va continuer à parler chiffres, mais... Attends, comment ça marche? Oui, voilà. Avant de parler chiffres, un bref historique de la Fondation. Tout ce que l'on raconte ici, vous le trouverez sur le site Polaris du district en détail, mais aussi je rejoins ce que disait Ernest sur mon Rotary, rotary.org, où vous avez une foultitude de documentation qui vous informe tout ce qui a été dit et qui sera dit, et bien plus de choses encore. Donc, la création du Rotary, vous le savez tous, j'espère, date de 1905 par la fondation de ce mouvement par Polaris, un avocat de Chicago qui, avec 3 amis, a fondé ce mouvement, dont vous voyez ici les objectifs, aussi bien professionnels que humains. Lisez-les, je ne vais pas parler longuement là-dessus parce que ça me risque de m'amener dans des grands développements et nous ne sommes pas au tribunal pour faire des beaux plaidoyers. Et ce qui est important, c'est les quelques mots que l'on trouve là, l'amitié, entre autres, et l'éthique. C'est 2 notions clés, 2 notions de base du Rotary. Il ne peut pas avoir une action rotarienne efficace sans l'amitié au sein des clubs et sans l'amitié entre clubs et entre différents membres de clubs différents. C'est comme ça que l'on réussit à faire, entre guillemets, du business et à faire des choses positives ensemble. Et l'éthique est une des notions de base de notre mouvement. On ne peut pas faire du bon Rotary si on n'a pas un sens profond de l'éthique, aussi bien dans notre action rotarienne que dans notre vie professionnelle et privée. Je continue sur l'historique avec quelques dates qui sont nice to know, comme on dirait en anglais, c'est de la culture générale, mais c'est bon de savoir d'où vient notre mouvement, ce qu'il a déjà réalisé et comment il a évolué par un petit groupe de 3 personnes à devenir un mouvement qui compte plus de 1 200 000 membres dans le monde et qui agit dans le monde entier, même dans des régions parfois délicates, où il est plus contrôlé que dans des pays ou des régions démocratiques. Quelques dates clés, 1978 avec le premier grand programme sous forme de grant, les 3 H, les plus anciens s'en souviennent, Health, Hunger, Humanity, et la première action de vaccination en 79 qui va déboucher en 1985 sur le grand programme Polio Plus, par les premières vaccinations de masse, et qui continue maintenant. Et comme dit le slogan d'il y a quelques années, on est à ça maintenant de l'éradication complète. Et croyez-moi, nous y arriverons. Ouais. Encore une date importante, c'est l'année 2013, avec ce qu'on a appelé à l'époque le Future Vision Plan. C'est une refonte complète du système de grants. Souvenez-vous, les plus anciens, il y avait avant les matching grants. Et maintenant, on parle de 2 types de grants, les district grants et les global grants en français, les subventions de district et les subventions mondiales. Un matching grant, c'était ce qu'on appelait une subvention de contrepartie. La notion est restée la même en ce qui concerne les global grants, les subventions mondiales, parce qu'il faut 2 partenaires au moins dans 2 pays différents. Alors, le district grant, je parlerai plus en détail. C'est un projet court, one shot je dirais, qui ne peut pas être répétitif et pour lequel l'autorisation est donnée par le district, bien que doit être approuvée par Evanston, par la Fondation,
il arrive que Evanston refuse un projet de district grant qui a été accordé par le district à cause de ce qu'a dit Ernest tout à l'heure. Ils sont très rigoureux et il faut faire attention à tous les détails. Excusez ma voix, mais je sors d'un refroidissement et je suis un peu enroué. Alors nous avons les Global Grants, les subventions de contrepartie qui, à la différence des district grants, impliquent automatiquement la participation de 2 clubs de districts différents et de pays différents. On va donner plus de détails tout à l'heure. Ce sont des grands projets où il y a un budget minimum et qui durent sur la longueur, sur la durée, plusieurs années. Vous aurez une illustration tout à l'heure par des témoignages de District Grant et de Global Grant par des délégués de clubs qui ont réalisé des grants et qui vous expliqueront par le menu comment ça fonctionne. Toute question est toujours à poser éventuellement aux membres de la commission fondation, par mail, par téléphone, par contact personnel. Pendant le Covid, j'ai fait, entre autres, et je ne suis pas le seul, des conférences Zoom pour aider les clubs. Donc ça aussi, c'est un moyen qui n'a pas été oublié et qui, pour éviter les grands déplacements, il faut songer à la planète et au coût de l'énergie, permettent de réaliser des choses et de préparer et d'avancer. Pour faire nos projets, pour réaliser ce que nous voulons réaliser dans le monde, il faut des sous. C'est le nerf de la guerre. Il faut des sous. D'où viennent ces sous? Ici, je vais vous montrer des chiffres qui valent ce qu'ils valent. C'est une illustration. Ne pinaillons pas sur les chiffres. Vous pouvez aller voir vous-même sur Rotary.org. Tout est expliqué en détail. D'où viennent les fonds, à quoi ils servent, comment y contribuer et à quoi on peut les utiliser. Alors, il y a 3 types de fonds dans le fonctionnement de la Fondation Rotary. Ce qu'on appelle en anglais le Permanent Fund, le fonds permanent. Il y a ensuite le fonds annuel et il y a ensuite le fonds Polio Plus. 3 fonds distincts. Le fonds permanent est un fonds auquel on ne touche pas. En fait, c'est une garantie de la Fondation Rotary pour pouvoir mener des actions. Et le fonds permanent a été utile, entre autres, dans le grant d'éradication de la polio avec la Fondation Bill et Melinda Gates, qui a douillé cher et vilain pour arriver au projet d'éradication avec la contrepartie de la Fondation Rotary. La Fondation Bill Gates s'est engagée à verser une certaine somme en contrepartie de ce que contribue la Fondation Rotary. Je n'entre pas dans le détail. Je répète, tous ces slides seront sur le site du district. Le fonds annuel. Le fonds annuel est un apport annuel des clubs ou d'individus pour permettre les programmes humanitaires, sociaux, etc., annuels par le biais de grants, districts et global. Ces fonds sont bloqués pendant 3 ans, donc c'est ce que Luc vient d'expliquer, que ce soit par la Fondation Rabaudouin ou individuellement, ou les dons des clubs. Ça arrive dans le trésor, entre guillemets, de la Fondation. Ces fonds sont bloqués pendant 3 ans et c'est la 4e année que une certaine somme, un certain pourcentage, et vous voyez là le chiffre qui varie bien entendu d'année en année en fonction de ce qui a été contribué les années précédentes, et ce montant devient disponible pour mener tous les programmes de districts et globaux dans le monde. Là encore, ces montants varient d'année en année en fonction de ce qui a été contribué. Et chaque année, Ernest vous expliquera le système, chaque année, la Fondation met à disposition des districts un certain montant pour leur business annuel et qui est réparti entre le Fonds mondial et le fonds spécifique du district pour mener les districts et avant ça les Global Grants. Finalement, le fonds Polio Plus, qui est quelque chose de tout à fait différent, qui permet
de mener à bien le programme d'éradication de la polio. Nous n'en sommes plus très loin, vous le savez sans doute, il reste 2 pays où la polio reste endémique. Bon, évidemment, le Pakistan et l'Afghanistan. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais nous sommes confiants et nous sommes persuadés que nous y arriverons. Nous sommes en retard par rapport à les objectifs, mais nous sommes quand même déjà arrivés au fait que plus que 2 pays où la situation est délétère sont encore impactés solidement par la polio. Et je recède la parole à Ernest pour la suite des festivités. Voilà, mais moi je ne peux montrer que 2 slides cette fois-ci. Et le premier slide est toujours à propos de ces 3 fonds. Je rappelle, fonds annuel, fonds permanent, polio. D'où viennent les fonds qui alimentent ces 3 fonds? Eh bien, vous le voyez, à partir des dons des clubs. On appelait ça avant le chèque du gouverneur, mais maintenant ça se fait habituellement par des virements. Les dons personnels des Rotariens, c'est ce que nous a expliqué Luc. Et à cet égard, il est vrai, il faut le reconnaître, que la possibilité maintenant de déduire fiscalement ces dons personnels devrait normalement augmenter sensiblement la générosité des amis, puisque c'est le gros problème évidemment de l'Europe et certainement de la Belgique. Nous avons des taux d'imposition tellement élevés que beaucoup d'amis trouvent qu'ils donnent déjà beaucoup par le biais de leurs impôts et sont beaucoup moins généreux que ne sont par exemple les Américains qui ont des taux d'imposition nettement moins élevés. Le taux moyen aux États-Unis est de 30%, même pour quelqu'un qui gagne des millions. Et évidemment, il fait plus facilement la charity, comme ils disent, que nous en Europe. Et donc, je peux comprendre que beaucoup de Rotariens hésitent évidemment à consacrer une partie de leurs revenus durement mérités à des dons personnels. Mais enfin, il y en a toujours qui le font, vous l'avez entendu. Certains le font discrètement, d'autres de façon un peu plus visible, ça n'a aucune espèce d'importance. Et si vous faites un don personnel, il faut bien préciser que c'est un don au fonds annuel ou au fonds permanent. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé nécessairement d'alimenter le fonds annuel. Vous pouvez très bien dire, moi je préfère que ce soit Evanston qui gère cela via son fonds permanent, et donc je donne au fonds permanent. Vous pouvez même dire, moi je préfère qu'on arrive au bout de ce problème de polio, et je donne donc au fonds polio. Ça, c'est pour l'alimentation de ces 3 fonds. Puis que fait-on? Que fait-on de l'argent qui figure sur ces fonds? Pour polio, il n'y a évidemment pas de problème. Je reviendrai en fin de matinée sur ce que l'on fait des fonds polio. Ils sont tous les ans, bien sûr, épuisés et ça ne pose aucun problème. Le fonds permanent, Daniel vous l'a expliqué, seuls les revenus de ces fonds entrent en ligne de compte pour le programme SHARE. Le programme SHARE, c'est le programme partage, c'est le fameux programme qui permet de réaliser des subventions de district, des subventions mondiales, des bourses d'études, qui intervient également dans le plan des catastrophes. Et ces 2 dernières années, il y en a eu. Il y a eu d'abord la Covid, il y a eu ensuite les inondations, ça c'est principalement pour la Belgique et l'Allemagne. Et maintenant, il y a ce problème ukrainien qui pose également d'énormes problèmes. Eh bien, le fonds permanent, ses revenus vont vers ce programme SHARE. J'expliquerai évidemment comment fonctionne ce programme SHARE dans le cadre de la suite de l'exposé. Je vais simplement vous dire, ce sont des chiffres, mais enfin certains sont intéressés par les chiffres. Au 30 juin 21, ce sont les derniers chiffres qu'on possède, puisqu'on n'est pas encore le 30 juin 22. Au 30 juin 21, il y avait sur le fonds annuel 437 millions de dollars. Et sur le fonds permanent, il y avait au 30 juin 21 666 millions de dollars en liquidité et 882 millions de dollars en promesses de dons. Puisque vous savez que le système aux États-Unis est totalement différent. Les promesses de dons entrent dans les actifs des associations. Et donc,
nous avions au 30 juin 21 1 548 millions de fonds permanents destinés, et dont les revenus, sont destinés à alimenter le programme Share. Il faut savoir, Daniel a dit, on ne touche pas en principe aux fonds permanents. Il faut savoir que malheureusement, à raison justement de ces catastrophes successives, on a dû, cette année-ci ou l'année dernière aussi, toucher à ce fonds permanent. Et au dernier call, on a d'ailleurs dit que le conseil d'administration devrait dorénavant faire rapport quand même au call, au conseil de législation, de ce que le pourquoi et la destination de ces prélèvements, parce que ça ne sert à rien de nous dire qu'on ne touche pas à ce fonds si par la suite, par le biais, on apprend qu'on a quand même touché à ce fonds. Voilà donc pour le problème de la gestion, l'alimentation et la gestion de ces deux fonds. Je reviendrai sur polio. On peut passer au slide suivant. C'est le fameux fonds spécifique de district. Voilà, il est là. Je vais parler que celui qui nous intéresse, c'est celui du district 2150. Je rappelle, mais je crois que vous le savez, que ces fonds que nous versons au fonds annuel, pour moitié, restent à Evanston. C'est Evanston qui le gère pour précisément pouvoir ensuite, à son tour, donner, intervenir dans des grands projets, et même nos projets, nos Global Grants. On vous expliquera, je vous expliquerai, ou Daniel vous expliquera comment tout ça fonctionne, interviennent. Mais l'autre moitié revient au district 3 ans plus tard. Et donc, si vous donnez 1000, 3 ans plus tard, nous récupérons 500. C'est ça le fonctionnement de ce fonds spécifique de district. Et puis, à l'intérieur même de ce fonds spécifique de district, il y a encore une subdivision. La moitié de cette moitié sert aux subventions de district et l'autre moitié aux subventions mondiales. Vous voyez sur le slide qu'au 30 juin 21, c'est toujours du 30 juin 21, on avait des reports, mais ce n'était pas les nôtres, c'était les reports des 16-20, du 21-70 et même un petit report du 16-30, puisqu'il y a 2 ou 3 clubs, je crois, qui étaient auparavant au 16-30 et qui nous ont rejoints au 21-50. Nous avions des reports pour 107 168 $. Et nous avions un solde de dons de 23 145,98 $. J'étais un peu surpris par la faiblesse de ce solde de dons, puisque ça voudrait dire qu'en 2018-2019, nos anciens districts n'auraient donné que finalement 46 000 $. Mais il se fait que, suite à un changement de réglementation, on a commencé par utiliser ces dons 2018-2019 pour financer des demandes de grants en cours d'instruction. Et on les a débités donc de nos dons 2018-2019. Ce sont des écritures, puisque le total reste exactement le même. Vous verrez que si on additionne les deux montants, on a plus ou moins 130 000 $. Et ces 130 000 $ ont servi à faire des district grants pour un montant de 47 451 $ et des global grants, et ça c'est pas totalement utilisé, pour un montant total de 82 863 $ au moment où je vous parle, parce que je suis allé vérifier hier ou avant-hier, il nous reste encore 51 829 $ de FSD, de fonds spécifiques de district. Autrement dit, vous pourriez encore théoriquement introduire des demandes de global grant, pas des demandes de district grant, pour un montant de 51 829 $. Pour autant, bien sûr, que vous soyez dans les conditions et que la Commission, soit d'accord. Voilà, les amis, à propos de ce fameux fonds spécifique de district. Comme l'a dit Daniel, vous trouvez en principe tout cela sur le site Polaris. Et de nouveau, je vous encourage, pour ceux qui veulent vraiment entrer dans le détail, d'aller sur ce fameux centre de formation. C'est une mine, c'est un outil extraordinaire.
je crois qu'il faudrait presque imposer à quelqu'un qui va faire une tâche précise au sein du Rotary de commencer d'aller sur ce centre de formation avant de s'y mettre. Vous y trouvez tous les outils utiles, imaginables pour faire ce que vous souhaitez faire au mieux des intérêts de votre club et au mieux, bien sûr, de l'action commune de notre Rotary. Je repasse la parole à Daniel. Merci Ernest. Beau travail d'équipe. Nous entrons un peu plus dans le détail maintenant avec les types de grants. Je vais parler d'abord des district grants, un peu en détail, bien que ce n'est pas compliqué, mais c'est bien ce que c'est les district grants, vous allez comprendre pourquoi. Nous parlerons ensuite des global grants. On utilise toujours la terminologie anglaise, mais c'est plus facile. Le district grant, comme son nom l'indique, est à la disposition des districts. C'est le district qui donne son autorisation, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est de toute façon toujours la Fondation Rotary à Evanston, on dit toujours Evanston, qui donne son go définitif. Comment ça fonctionne? Les clubs introduisent leur demande jusqu'à une certaine date qui est fixée par le district. Leurs demandes sont globalisées dans une demande globale, complète, consolidée, comme on dit, que le responsable grant de la fondation du district envoie à Evanston, c'est accepté, et Evanston verse assez vite le montant qui a été demandé au compte du district, qui ensuite diffuse assez vite dans les clubs. Bien entendu, ceux qui connaissent la procédure le savent. Après avoir reçu vos dossiers, nous les examinons en commission et vous recevez très vite une réponse. Parfois, éventuellement, des questions pour compléter le dossier, pour être certain qu'il arrive à Evanston consolidé et bien torché, si je puis dire, parce que sinon, Evanston pose des questions, ça prend du temps et ça risque de rater. C'est très frustrant. Donc, on vous pose nous-mêmes déjà quelques questions pour anticiper les réactions de Evanston, pour être certain que votre dossier part pour Evanston dans les conditions les meilleures. Là où la Fondation va de toute façon toujours réagir, c'est lorsqu'il s'agit de programmes dans certains pays. Il y a certains pays qui sont sur une liste noire à cause de la situation sécuritaire, à cause de la situation économique, à cause de certaines pratiques pas très rotariennes, même au sein du Rotary. Donc, quand il s'agit de programmes ou de projets pour certains pays dans le monde, et je dis bien dans le monde, il vaut mieux toujours, si vous avez des doutes au préalable, demander aux responsables fondation de votre district. Vous allez voir tout à l'heure une dia avec les noms de tous les membres de la commission, pour être certain que votre dossier a des chances d'aboutir. Evanston refuse d'intervenir dans certains pays, n'ayez pas de crainte. Evanston refuse de faire des actions Rotary dans certains pays. Dans certains pays, il est interdit de se rendre. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité essentiellement. Parce que la Fondation Rotary ne sait pas assurer votre sécurité dans certains pays ou dans certaines régions. Donc, demandez toujours au préalable s'il n'y a pas de risque, parce que si vous entreprenez des voyages, ce qui est souvent le cas pour préparer un grant, vous le faites à vos risques et périls. Donc, il ne faut pas rigoler avec ça, parce qu'on est souvent le bec dans l'eau quand on a des problèmes de ce type-là. Voilà, je ne suis pas mes slides, vous le voyez, mais je suppose que vous avez déjà tout lu. Il faut être de préférence, ce n'est pas immuable pour les districts grands, il faut être de préférence dans les 7 axes du Rotary, ou bien un projet qui sert à faire le bien dans le monde. Mais c'est une notion globale qui reprend les 7 autres. Et dans
n'importe quel projet que vous voulez soutenir par un district grant, vous tombez inévitablement dans un de ces axes. Pour un Global Grant, c'est obligatoire. Ça peuvent être des actions locales ou internationales, et pour un district grant, il n'est pas indispensable d'avoir un club étranger. Donc, il peut être fait seul ou en collaboration avec d'autres clubs. Ce n'est pas le cas pour les Global Grants, vous allez le voir, il faut un club étranger. Oui, Benoît, tu peux y aller. Voilà. Bon, c'est un peu petit là. Hein. Bon, un éventail d'activités éligibles, comme on dit en mauvais français, ça vient de l'anglais, hein, eligible, mais enfin, soit des actions humanitaires, des bourses d'études de tous les niveaux, tandis que vous allez le voir, pour les Global Grants, ce sont des bourses de niveau post-universitaire. Il y a un projet qui est à l'étude actuellement dans notre district, des programmes destinés aux jeunes et des équipes de formation professionnelle. Les projets les plus courants dans notre district et dans la plupart des districts belges ou européens, ce sont les actions humanitaires et quelquefois des bourses, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, essentiellement des projets humanitaires, des projets sociaux, et il y a là déjà tout un éventail de projets que l'on peut soutenir. Le règlement du district, bon, le règlement a été établi par notre district à la faveur de la fusion du 21-70 et du 16-20, qui avaient des pratiques différentes. Nous avons donc dû matcher tout ça et faire un règlement qui nous est propre, qui après 2 ans se définit comme étant efficace et bien fait, mais il est toujours susceptible d'amélioration lorsque l'on voit que au vu des projets et des demandes des clubs, il pourrait y avoir matière à adaptation. Bon, les conditions que nous tenons, c'est qu'il faut avoir... il faut être certifié. Il y a 14 clubs qui ne sont pas représentés aujourd'hui, ils ne seront pas certifiés pour faire des grants. Je suppose qu'ils en sont conscients, et s'ils viennent faire une demande de district grant dans les semaines à venir, ça sera niette. Pour les Global Grants de toute façon, mais donc les clubs qui ne sont pas présents doivent se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la possibilité pour l'année 22-23 de faire des grants. Il faut avoir versé à la fondation, au niveau du club, pendant les 3 dernières années. C'est un peu logique. Lorsque l'on veut bénéficier, je ne dis pas soi, mais d'un subside, d'une subvention pour faire un projet, il faut avoir contribué. Je dis bien souvent, on ne peut pas faire partie d'un club sans payer sa cotisation. C'est un peu ça. Et on y fait attention à ça. Les subventions précédentes doivent être clôturées. Ce n'est pas nécessairement le cas au niveau des districts grands parce qu'il y a souvent un chevauchement au niveau des dates, mais on doit être en ordre avec les grands précédents. Et il ne peut pas y avoir de retard dans les rapports concernant les subventions mondiales. Vous savez peut-être ceux qui l'ont déjà pratiqué, mais pour les autres, c'est une information. Un Global Grant court sur plusieurs années et il y a des rapports intermédiaires à fournir à Evanston. Si vous êtes en retard de rapport, pour commencer, allez voir sur mon Rotary Fondation mes subventions sur votre dossier et vous allez voir en rouge que vous êtes en retard de rapport. Mais la Fondation également vous le rappelle et nous informe au niveau du district. Donc tout ça est bien suivi. Et si le rapport reste en retard, il peut y avoir des conséquences. La conséquence finale peut être que la Fondation arrête sa subvention et vous demande de rembourser. Il s'agit de l'argent de la communauté, donc il ne faut pas rigoler avec ça. Tout cela me fait dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire un Global Grant. C'est une démarche qui peut paraître difficile et compliquée. Non, elle est rigoureuse, tout simplement. Et vous travaillez par étapes, vous arrêtez quand vous avez rempli les rubriques que vous devez remplir et vous reprenez votre dossier après. Et la Fondation, du moins le formulaire que vous devez remplir en ligne, vous rappelle
où vous êtes arrivé et les autres renseignements que vous devez encore fournir. Bon, on va un peu accélérer parce que quand on parle de la fondation, on pourrait parler des heures. Hein. Les district grants, le formulaire de demande à un district grant se trouve sur le site Polaris du district, dans l'onglet Fondation. Bon, n'allez pas voir maintenant, je crois que vous risquez de trouver le formulaire de cette année-ci, qui sera plus valable à partir du 1er juillet. La date limite sera le 15 octobre, vous le remplissez en ligne et vous l'envoyez à l'adresse qui est mentionnée sur le formulaire, l'adresse mail, n'est pas encore tout à fait au point maintenant, et ça sera réglé pour le 1er juillet. Donc, vous pouvez préparer vos dossiers de façon informelle, et à partir du 1er juillet, vous pouvez commencer à le remplir. Comme pour les Global Grants, vous le remplissez jusqu'à ce qu'il vous manque de renseignements, et ensuite vous continuez. N'hésitez pas, avant d'envoyer votre dossier, de demander conseil. Nous sommes là pour ça. Aussi bien la commission fondation que un ami qui a fait partie de la commission ou dont vous savez qu'il est très féru dans les grants, demandez conseil, mais de préférence à la commission fondation du district qui sera là pour vous guider. Soumettez éventuellement votre dossier avant de l'envoyer. On vous fera des remarques, on vous fera des suggestions de correction et d'amélioration. Et comme ça, vous êtes certains, nous sommes certains que votre dossier tient la route et qu'il va être accepté. Ouais, un club ne peut faire qu'une demande à la fois, bien entendu. Et ce qui est important, un district grant n'est pas répétitif. Vous ne pouvez pas trancher, saucissonner et faire une même demande pour une même association, pour un même projet pendant plusieurs années. C'est one shot. Document de rapport et rapport final. Oui, comme pour les Global Grants, il ne faut pas faire de rapport intermédiaire, c'est un rapport final auquel il faut se tenir. Les Global Grants, c'est un peu plus compliqué, pourrait-on dire, non, c'est plus finaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Global Grants ont un budget minimal de $30,000. Donc on commence pour un Global Grant à partir de $30,000. Pourquoi? Parce que ce sont des projets de plus grande ampleur qui durent plusieurs années et qui ont un impact financier plus important. Depuis le 1er juillet 2020, il n'y a plus de minimum. Avant, il y avait un minimum, je viens avec mes $30,000, ce n'est plus vrai. Bon, distinction, pour les Global Grants, il faut 2 clubs, un parrain local et ce qu'on appelle un parrain international. Le parrain local, c'est le club de la région où vous allez faire votre action. Et le parrain international, c'est vous, si c'est vous l'initiateur. Ce qui est bien également dans les Global Grants, c'est que vous pouvez faire appel à des clubs dans le monde entier. Il y a beaucoup de clubs qui ont des clubs contacts. Un club contact est un bon moyen pour faire des projets parce que ça permet d'avoir un autre district également, ça permet d'avoir par des contacts avec d'autres clubs. Il y a des clubs qui ont plusieurs clubs contacts, 4-5. Ça permet de faire une action commune. On se met d'accord pour travailler ensemble pour un projet commun. Mais il y a un club qui est le parrain international, c'est le club qui rédige le dossier. Et vous avez bien entendu une contrepartie de votre district à concurrence de 100% de votre mise ou de la mise totale des clubs du district et une contrepartie de 80%, ça a été diminué récemment, de la fondation. La fondation a été obligée au fil des années de diminuer sa contribution. Pourquoi? Parce qu'il y avait de plus en plus de demandes et les fonds ont souffert de la crise économique, mais également de la diminution des dons au fil des dernières années. Le club doit bien entendu être certifié, hein, ça va de soi. Donc participer à la réunion annuelle de certification et signer le protocole d'accord que vous enverrez avec votre demande de grant ou bien avant. Mais sachez que nous vérifions si le club est certifié ou pas. Un exemple, est-ce que je ne dépasse pas mon... Ben voilà, oui. Tiens.
Tu me laisses parler. Pardon. Mais je vais m'arrêter, je vais boire un petit verre d'eau. Donc, un exemple ici qui va être illustratif. Tout à fait illustratif, hein, ça vous montre les différentes contreparties. Là, le cash des clubs, le cash de la subvention du district, les FSD dont Ernest a parlé, et la subvention mondiale qui est 80% de la contribution de notre district. Et alors le total du budget pour ce projet-là est ici par exemple de 30 000 $. Donc vous pouvez très bien faire le calcul en fonction de ce que l'on vous dit ici, vous faites le calcul et vous pouvez faire un plan financier et voir combien vous devez contribuer et combien les autres clubs vont contribuer pour arriver à un certain montant. Comparaison District Grant, Global Grant, ça résume en un seul slide tout ce que j'ai raconté, même en empiétant sur le temps de parole de mon ami Ernest, qui ne m'en veut pas. Et je reviens à ce que moi je devais dire. Oui, on devait parler de la polio, mais ce sera pour après. Je reviens au fonds d'aide d'urgence. C'est pour moi, ça, Ernest? Ah ben vas-y, comme ça je peux un peu me reposer. Des subventions de district, des subventions mondiales, des bourses d'études, bref, de toutes les possibilités qu'offre le Rotary International pour venir en aide, soit de personnes individuelles, soit de projets, etc. Il y a ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça me permettra d'être extrêmement bref. Ce fonds d'urgence a été sollicité très régulièrement ces derniers temps, puisqu'il y a eu d'abord la Covid. On était encore chacun dans nos districts séparés, mais nous avions 16-20 fait appel à ce fonds pour l'achat à l'époque de masques et de bref, tout du matériel. Hein, les amis s'en souviendront. Et je crois que le 21 septembre, par l'intermédiaire d'Alain Van der Poel, a aussi fait une action en faveur des cliniques universitaires, je crois, de Saint-Luc. Donc je ne reviendrai plus là-dessus. Puis nous avons eu le problème des inondations. Vous avez encore été régulièrement tenu au courant ces derniers mois par l'intermédiaire de Luc Demol dans sa fameuse newsletter de la façon dont ces fonds ont été gérés, aussi bien via le 21-60, parce que c'était quand même lui qui avait été le plus touché, que via le 21-50 pour les deux régions qui ont été touchées par nous. Je crois savoir que ce fonds-là a été finalisé. Je crois d'ailleurs que c'est Brigitte qui a eu la lourde tâche de faire le rapport final parce qu'on ne pouvait pas avoir le fonds d'urgence pour l'Ukraine. Et enfin, il y a ce fonds d'urgence Ukraine qui est en attente, bien sûr, qu'on a obtenu, mais qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent parce qu'il faut évidemment justifier tout cela. Si ça n'est pas justifié, il faut les rendre, hein, ça c'est sûr. Et donc il faut réfléchir à des modes d'utilisation de ce fonds d'urgence pour l'Ukraine. Vous pouvez directement, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, directement alimenter ce fonds par des fonds personnels. Je ne vais pas en dire davantage parce qu'on a quand même accumulé pas mal de retard. Effectivement, on a pris un méchant retard. Oui, de fait. Les Polaris Fellows, c'est une distinction honorifique qui est attribuée à des Rotariens qui contribuent individuellement à la Fondation par un don, qu'il soit annuel ou périodique. Mais disons, après un certain montant, ça a été évoqué tout à l'heure par Luc Demol, 1 000 $ équivaut à un PHF. PHF multiple, il y a des gens qui se baladent ici avec leur insigne de PHF tout nu, ou bien avec un et plusieurs saphirs, ou bien un et plusieurs rubis. Il y a 9 échelons, donc voilà, le PHF simple, le PHF de 1 à 5 saphirs et jusqu'à 3 rubis. Conclusion.
L'argent seul ne peut pas grand-chose. L'aide individuelle ne peut rien sans argent. Les deux ensemble sont une bénédiction pour la civilisation. Arch Klump, fondateur de la Fondation Rotary en 1917, fondation qui est devenue une réalité quelques années après par le nom Fondation Rotary. Voilà. Eh bien, je garde le crachoir pour parler de l'équipe. Ah oui, là, on est méchamment en retard. Voilà, l'équipe du district. Le DRFC, District Rotary Foundation Chair, ce sera votre serviteur qui va non pas remplacer, mais succéder à Ernest qui est arrivé à son terme de 3 ans, pour lequel nous le remercions vivement. Et voici les membres de l'équipe. Il y a une photo qui manque, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas obligatoire. Mais Luc est là. Alors, Aimé Césaire n'est pas dessus? Ah oui, là, oui. Aimé Césaire Pangaye, du club de Fleurus Aéropole, sera notre secrétaire. Il sera aidé pour encore peut-être quelques années par un secrétaire adjoint qui est actuellement secrétaire, André Lorsignol, du même club de Fleurus Aéropole. Les Ennuyés le connaissent depuis longtemps. Hein. Il a sévi dans la fondation déjà avant la création de notre district. Luc Demol, vous l'avez vu, passe-gouverneur du 16-20, sera le délégué au don et legs majeur, il en a parlé. Brigitte Nizet, du club de Louvain-la-Neuve, sera, à partir du 1er juillet, gouverneur élu et fait partie de l'équipe Grant. Michel Weyenberg, du club de Villers-la-Ville, fera également partie de l'équipe Grant, la sous-commission Grant. Quand je dis qu'elle en fera partie, non, elle sera la présidente de la sous-commission Grant. Donc c'est cette sous-commission-là qui va examiner les différents Grants avant de soumettre au patron, bien entendu, et d'envoyer le rapport à Evanston. Yvette, qui vient de nous rejoindre il n'y a pas longtemps. Excuse-moi, Yvette, je ne prononce pas ton nom, pour être certain de ne pas le massacrer. Elle fera partie également de l'équipe Grant. Vous remarquez que c'est une équipe très féminine. Et Isabelle Renato, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est responsable PHF. J'ai oublié de dire que, je crois, c'est Brigitte qui s'occupera de la certification. Certification, on sait déjà aujourd'hui quels clubs sont certifiés parce que ce sont les clubs qui sont présents. Voilà. N'en dirai pas plus. Et je cède la parole à Brigitte qui doit nous parler de certification